Are you ready? Et si nous devenions subtils? Et si nous risquions de le devenir? Bienvenue sur le canal de la subtilité. La voix subtile, con đường tinh tế, le podcast qui épouse et questionne le sens subtil de la vie. Avec Vincent Cespedes, compagnon philosophe, écrivain tout-terrain et compositeur tout-orchestre. Et Ha Zhang, experte de sagesse passage, tigresse de jungle urbaine adoptée par Paris. C'est notre 4e épisode après la Renaissance. L'élégance, la magie. Nous voici au pied du mur, fonçant à toute allure dans le chaos du monde. Ou tétanisés par lui, au bord du précipice, ne pouvant faire demi-tour, ne pouvant plus avancer sans sombrer. Face à la cata. Catastrophe politique quand le fascisme frappe à la porte de la démocratie. Catastrophe géopolitique quand un dictateur massacre des innocents. Catastrophe écologique, le monde marche les yeux fermés vers la catastrophe climatique. Alerte en mars 2022, le secrétaire général de l'ONU. Il déplore qu'en dépit de l'aggravation de la situation, les grandes économies continuent de laisser augmenter leurs émissions de gaz à effet de serre. Canicule, tempête ou inondation. Des dizaines de millions de personnes chassées de leur maison chaque année. Perte de la biodiversité. Catastrophes humaines. Pour qu'il y ait catastrophe, il faut de l'humain, non? Indéniablement. Humain acteur ou humain témoin, mais humain qui juge, tremble, s'inquiète ou évalue. Toute catastrophe n'est-elle pas la défaite de la subtilité? Toute catastrophe n'est-elle pas la victoire de la perversité? La voie subtile, l'art d'éviter les catastrophes? Les ruptures violentes? Les bouleversements qui détruisent et qui tuent? L'insurmontable. L'inéluctable. La subtilité, remède anti-catastrophe? Parapluie? Parachute? Paratonnerre? Paracétamol? Non, ça ne va pas. Je sais bien. Je suis la fille d'un médecin poète. Un éviteur de catastrophes. Un voyageur, dans une époque où le Vietnam ne voyageait pas. Dreaming dreams no mortal ever dared to dream before. La vie n'est-elle pas programmée pour la catastrophe? La vie n'est-elle pas taillée pour la catastrophe? Faite pour lui faire face avec subtilité? Mais comment la subtilité pourrait-elle l'emporter? Peut-être en anticipant le pire, en s'y préparant. Mais s'y préparer comment? En l'imaginant. En le déclenchant tranquillement? En le cultivant. En le jouant? Comment trouver le courage quand la situation est désespérée? Comment prendre de la hauteur au bord du gouffre? Dans nos vies, pas si simples. Pas si vides. Comment déjouer les pleurs et les peurs? Comment surmonter les injustices extraordinaires? Comment éviter l'anéantissement des conditions de vie? Comment faire une fois qu'il a lieu? J'ai un exemple. Un exemple de catastrophe programmant la catastrophe? Je suis vietnamienne, c'est facile. Année 1967 et suivante, l'aviation états-unienne bombarde le Nord-Vietnam pour inonder le delta du fleuve Rouge et ruiner notre agriculture. Elle fait un usage massif du défoliant pour détruire les forêts du Sud-Vietnam dans l'espoir de réduire la guérilla. Mais la guérilla continua. De plus belle. Face à la cata, la vie doit-elle entrer en guérilla subtile? Le peut-elle seulement? Face à la cata, fuir peut-il être subtil? Et à quel prix? Alors, ma chère Ha, prête pour affronter nos cauchemars et nos vieux démons? Tous les démons sont jeunes, c'est connu. Et nos cauchemars les plus sombres restent gris. Tant qu'il y a de la nuance, il y a de la vie. Je reconnais bien là ton optimisme. Mon appétit. Transformer le destin en festin. C'est parti! Ah, pour commencer, j'aimerais te faire part de 3 phrases qui me sont venues en rêve et qui résument un peu nos 3 derniers épisodes. La normalité, la perversité et la subtilité. Qu'est-ce que c'est ? Voilà une définition pour commencer notre réflexion
devant faire face à la catastrophe subtilement. Le subtil rend beau ce qui est laid. Le pervers rend laid ce qui est beau. Et pour les autres, le beau est beau et le laid est laid. Donc on voit 3 attitudes. Une attitude commune, une attitude normale, entre guillemets, voir le beau comme étant beau et le laid comme étant laid. Et puis 2 attitudes transformatrices du monde. La voie perverse, donc le pervers rend laid ce qui est beau. Il va dégrader l'intégrité de quelque chose qui est dans la vie. Il va mettre de la mort et donc de la catastrophe dans ce qui allait bien, dans ce qui appelait l'amour. Et le subtil rend beau ce qui est laid. Qu'en dis-tu ? C'est magique. Donc la subtilité, tu as encore la nostalgie du dernier épisode. C'est la magie. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais vraiment, c'est le travail de sorcière, là. Si on veut vraiment rendre beau tous les types de catastrophes, qui est laid, c'est normal. L'invitation de réflexion pour moi, c'est comment on peut rendre beau, utile une catastrophe humaine, une catastrophe écologique, une catastrophe comme la guerre maintenant en Ukraine. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a touchée profondément. Les 3 premières nuits, je n'ai pas du tout dormi parce que j'ai imaginé vraiment cette scène quand je suis née, en fait. On a déjà parlé de la guerre au Nord-Vietnam. En fait, je suis née sous les bombardements américains. Donc, ça m'a rendu vraiment cette image de ma mère, de ses amis, des bébés, dont moi j'étais un des bébés dans cette maternité. Comment on peut rendre beau cette catastrophe atroce? C'est vraiment un challenge pour nous là. C'est clair et c'est intéressant. Peut-être qu'il faut que nous plongions dans la catastrophe pour voir un peu de quoi on parle. Et une façon de plonger dans la catastrophe un peu originale, c'est de voir qu'il y a une catégorie de films qu'on appelle des films catastrophes. On adore ce spectacle-là. L'être humain adore voir la catastrophe des autres, adore voir des vies magnifiques se transformer à cause d'une maladie, se transformer à cause d'un divorce, se transformer à cause d'un accident. Et on est fasciné par ça. À la fois, on a peur, à la fois ça nous révèle notre fragilité, le caractère vulnérable de l'existence humaine, et à la fois on est avide de voir comment, notamment dans le cinéma, des héros qui ont tout pour réussir et tout pour être heureux vont être plongés dans une aventure où ils vont faire face à la catastrophe. Quelle que soit la catastrophe, une catastrophe énorme comme un bateau qui va couler comme le Titanic, ou des zombies une épidémie de zombies qui va envahir le monde, et puis des catastrophes psychologiques très fines, des rapports humains, des trahisons, des déloyautés. En fait, la catastrophe, le mot grec qui donne ce mot catastrophe, c'est ce qui arrive à la fin, c'est le dénouement de quelque chose, ce qui tombe à la fin d'une histoire. Ça finit mal pour les Grecs, hein. Je te rappelle que la tragédie grecque, ça finit quand même dans les larmes et dans des actes extrêmement douloureux où les héros doivent accepter un destin implacable qui fait pleurer. Je pense à Bérénice, si on veut venir avec un théâtre moderne avec Racine. Bérénice, c'est l'histoire de 2 amoureux qui doivent se séparer parce que Titus accède au rôle d'empereur et il doit se séparer de celle qu'il aime. Et donc c'est toujours une catastrophe. La tragédie est toujours catastrophique. Oh, cruel est-il temps de me le déclarer? Qu'avez-vous fait? Hélas, je me suis cru aimé. Au plaisir de vous voir, mon âme accoutumée ne vit plus que pour vous. Ignoriez-vous vos lois quand je vous l'avouais pour la première fois? À quel excès d'amour m'avez-vous amené? Que ne me disiez-vous, princesse infortunée, où vas-tu t'engager? Quel est ton espoir? Ne donne point un cœur qu'on ne peut recevoir.
Ne l'avez-vous reçu cruel que pour le rendre? Quand de vos seules mains ce cœur voudrait dépendre. Tout l'Empire a 20 fois conspiré contre nous, il était temps encore que ne me quittiez-vous. 1000 raisons alors consolaient ma misère, je pouvais de ma mort accuser votre père, le peuple, le Sénat, tout l'Empire romain, tout l'univers plutôt qu'une si chère main. Je sais tous les tourments où ce dessein me livre. Je sens bien que sans vous je ne saurais plus vivre, que mon cœur de moi-même est prêt à s'éloigner. Mais il ne s'agit plus de vivre. Il faut régner. Eh bien, régnez, cruel. La catastrophe est perverse par essence, c'est ça que je voulais noter avec toi. Elle peut être dangereuse, évidemment, une météorite qui tombe et qui explose tout, une bombe qui explose, là il n'y a pas de perversité. Hiroshima est une catastrophe, mais il n'y a aucune perversité, on tue réellement des êtres humains. Mais elle peut être aussi perverse. Tu parlais de l'Ukraine, on voit bien la stratégie du Kremlin de faire passer une invasion territoriale qui va tuer des innocents comme étant une riposte légitime. Ça fait penser un peu à la fable du loup et de l'agneau. Le loup va manger l'agneau, mais il va trouver des excuses. Oui, toi l'agneau, avec tes hommes et tes chiens, vous me chassez et donc je vais me venger, je dois te manger. La perversité, la catastrophe font bon ménage, notamment dans le cinéma. Parce que tout va bien et puis il faut que ça aille mal pour que le spectateur soit impliqué, pour que le spectateur s'identifie au héros et qu'il essaye de façon palpitante de suivre les choix du héros et de voir comment il peut sortir de la catastrophe. Comme si le spectacle le plus captivant pour les êtres humains, c'était d'assister à des catastrophes et de voir comment les héros soit tombent dans la laideur et la mort, soit arrivent à y résister. Il y a un mystère insaisissable, imprévisible, violent. Il terrifie le monde scientifique. Mais pour une nouvelle race de savants, le défi est de sauver des vies. La recherche est mortelle. Et le laboratoire est la nature elle-même. Potentiellement, cela pourrait être une tempête dont les vents seraient supérieurs à 180 km/h. On peut même affirmer que ce doit être pire en ce point. Joe! Bill! Elle arrive! Tout le monde sous terre maintenant! Joe! Viens vite! Descendez sous terre! Mettez-vous à l'abri tout de suite! Dans les films catastrophes, il y a aussi, tu sais, les catastrophes d'avions. L'avion va bien. Dans les années 70, il y a eu beaucoup de films comme ça, des catastrophes d'avions qui s'effondrent. Il y a des épidémies, il y a des météores qui vont détruire la Terre, il y a des catastrophes atomiques où l'humanité disparaît. À chaque fois, on voit bien que l'humanité elle-même est en péril face à la catastrophe. Comme si la définition de ce que c'est un être humain, c'est de pouvoir maintenir les conditions de la beauté et de la vie. La catastrophe est toujours inhumaine. Et l'humain aurait presque pour mission, et ça va rejoindre ce que l'on dit de la philarchie dans l'épisode 3, l'être humain aurait presque pour mission de maintenir l'organisation de l'amour face à tout ce qui pourrait détruire l'organisation de l'amour. La catastrophe, c'est une occasion en fait pour faire naître des héros. En fait, il y a un proverbe vietnamien, c'est thời thế tạo anh hùng. Ça veut dire que la condition du temps et le moment créent le héros. Donc, face à la cata, il faut résister. On n'a pas d'autre choix. Je donne un exemple. Maintenant, c'est pas 3 jours la guerre en Ukraine. Ça fait des mois, ça fait deux mois et un peu plus. Donc, on ne peut pas ne pas dormir pendant 2 mois. Ça devient une condition de vie en fait. J'ai beaucoup médité sur la vie de mes parents sous les bombardements. Et j'ai retrouvé toutes les photos de Hanoï avec les abris individuels dans la rue, chez les gens, dès qu'il y a dans les écoles et dès qu'il y a une sirène qui sonne, tout le monde descend tranquillement dans l'abri personnel ou collectif. Et après, quand les avions sont partis, la vie recommence.
En fait, il y a un type d'endurance admirable et que jamais mes parents m'ont raconté leur peur, leur souffrance. Je sais que ça reste en eux et au Vietnam, il n'y a pas de culture de psychanalyste. Voit son bébé est né sous le bombardement avec plein de dangers, la pauvreté, etc. Je sais que c'est très très difficile. Là, c'est maintenant, je sais, mais avant je ne savais pas parce qu'ils ne l'ont jamais dit. Et du coup, il y a quelque chose comme une évidence dans la vie, c'est que la vie doit continuer même dans la catastrophe. Donc, pour avoir la subtilité face à la cata, est-ce que l'endurance est importante? Ça semble fondamental de tenir bon malgré tout, avec de la pugnacité, de la combativité, quand des survivants de la catastrophe, des résistants de la catastrophe, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, transmettent ça à leurs enfants, ils transmettent des non-dits, ils transmettent une attitude d'urgence face à la vie. C'est-à-dire, j'ai l'impression que lorsque nous sommes en contact avec des adultes qui comprennent que la vie est périlleuse, difficile, qui affrontent des risques et des dangers énormes, ils nous transmettent ce que j'ai appelé dans mon livre « L'ambition ou l'épopée de soi » un « hélas ». Qu'est-ce que c'est l'hélas ? C'est une attitude qui consiste à donner à l'enfant l'impression que le présent, parce qu'il y a du danger, parce qu'il y a la laideur, parce qu'il y a la catastrophe, le présent n'est pas suffisant, ça aurait pu être mieux. Et ça montre à l'enfant qu'il va devoir devenir un résistant de la vie, qu'il va devoir prendre la vie comme un combat et essayer de remporter la promesse d'une vie meilleure qui était contenue dans l'hélas, mais que les parents ou les tuteurs d'hélas n'ont pas pu lui transmettre parce que eux ils disent hélas, eux il y a un échec, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Comme si la catastrophe était un message que recevaient les parents et qui était vraiment malmené par elle, mais que du coup les enfants de ces parents allaient avoir comme des anticorps, des possibilités supérieures d'adaptation, de résistance et d'une énergie proche d'un feu sacré qui ne s'épuise jamais, de toujours faire en sorte d'améliorer le monde, ce que j'appelle l'ambition. La Voix subtile, le podcast qui épouse et questionne le sens subtil de la vie. Est-ce que ça existe une ambition collective? Parce qu'avec la catastrophe écologique, la catastrophe humaine, la guerre en Ukraine, etc., on va faire naître, d'après moi, une génération d'hélas. Et après, une génération ambitieuse. Moi, je vois ma fille et ses amis, ils sont vraiment à fond sur l'écologie. Ils sont à fond sur l'environnement, sur le comportement de consommation. Ils ne sont plus du tout comme nous. Est-ce qu'ils ont eu un hélas collectif pour vraiment tout le monde a une ambition d'améliorer l'environnement ou construire quelque chose de demain, mais pas détruire le monde, la terre comme nous on a fait nous. C'est intéressant. J'analyse, quand je croise plusieurs portraits d'ambitieux, que l'ambition, comme elle dépend d'un hélas reçu dans la jeunesse, elle est très personnelle. Mais ça donne des gens qui sont toujours de rêve en rêve et qui ne se satisfont jamais de l'état du monde. Par contre, donc pour moi ça c'est très personnel. Par contre l'ambitieux, c'est un passionné. Il consacre toute sa vie à sa passion. Et quand sa passion est d'éviter la catastrophe, quand sa passion est de maintenir les conditions de la beauté dans une laideur environnante, quand son ambition c'est de maintenir la beauté, la vie, la fécondité dans la laideur et la mort environnante, eh bien par sa passion il peut
enflammer les autres. L'ambitieux, c'est celui qui est capable de rendre passionner les autres pour sa propre ambition. Et donc je pense que ce qui est collectif, c'est la passion. Je pense que ce qui peut être collective, je pense que la passion peut être collective. Et l'ambitieux, c'est des sortes d'agitateurs de passion, tu vois. Je donne un exemple un peu personnel de ma mère. Ma mère est née d'une famille juive, hongroise, qui a été convertie au catholicisme avant qu'il y ait la Deuxième Guerre mondiale. Elle est née en France, à Millau, cachée dans un couvent, parce que tu sais bien que les nazis allaient rechercher les juifs, notamment les juifs convertis, pour les tuer, les déporter, les massacrer. Ma mère ne savait pas qu'elle était juive jusqu'à l'âge de 14 ans, quand mon oncle, qui avait quelques années de plus qu'elle, commençait, lui qui se croyait catholique parce qu'ils ont été baptisés, commençait à faire des blagues antisémites à la maison, et ses parents lui ont dit, donc mes grands-parents, tu ne peux pas faire des blagues antisémites car nous sommes juifs. Quand ma mère a entendu ce message, elle dit toujours que c'est comme si une bombe a explosé dans sa tête. Elle ne savait pas qu'elle était juive de culture, elle ne savait pas, mais elle comprenait qu'elle le savait quand même. Pourquoi ? Parce que pendant toute la période de la guerre, elle est née en 1943, et dans l'après-guerre, vu que la moitié de la famille de mes grands-parents a été déportée et a été exterminée, eh bien il y avait de la mort à la maison. Il y avait un non-dit de mort. On n'en parlait pas, mais elle a senti l'angoisse de son père. Elle a senti dans les yeux la détresse de sa mère. Elle a senti que quelque chose n'était pas dit sur la table, quelque chose n'était pas révélé. Oui, on a peur, oui, on tremble, oui, mon frère est mort et c'est atroce, il a été massacré. Ce n'était pas dit, mais c'était présent dans les comportements. Et ça, c'est très subtil. C'est-à-dire que la subtilité, c'est aussi la capacité à saisir les non-dits familiaux, à saisir les choses qu'on ne dit pas, mais que le corps exprime, que l'attitude exprime. Et donc, quand elle a pu mettre un mot dessus, en fait, c'est parce que nous sommes juifs, et du coup, que la mort, qui était une ambiance, une angoisse à la maison, une angoisse tacite, tout d'un coup, trouvait une explication. Ah oui, en fait, nous avons échappé à la mort, nous avons échappé à la catastrophe. Nous sommes des survivants de la catastrophe, mais ce n'était pas dit. Eh bien, c'était comme une bombe dans sa tête. Tout d'un coup, elle a eu beaucoup de mal à s'en remettre. C'était un immense bouleversement. Comme s'il y avait deux types de catastrophes. La catastrophe de perdre des amis, d'être devant des grands dangers de l'histoire, la catastrophe de vraiment devoir survivre ou mourir, et puis la catastrophe d'une catastrophe révélée. Une catastrophe est tue, une catastrophe n'est pas dite, donc ça devient un non-dit, et quand le non-dit, tout d'un coup, explose, quand le non-dit qui a été fondateur pour elle, tout d'un coup trouve une explication, c'est comme une deuxième catastrophe, une catastrophe par répercussion. Ça a fait beaucoup de mal à ses deux frères et à sa sœur, et elle a mis beaucoup de temps pour sortir de cette crise finalement. Est-ce que le catastrophique de la catastrophe, c'est de ne pas avoir des mots ? Est-ce qu'à partir du moment où je peux dire la catastrophe, dire les mots, mettre de la pensée, mettre de la philosophie, mettre de la réflexion dedans, c'est déjà une façon de résister à la catastrophe. Et donc, ça donnerait une piste. Est-ce que être subtil face à la catastrophe, c'est d'essayer de la surmonter en prenant de la hauteur et en partageant à travers des mots, en mettant des mots, M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X que nous rencontrons. Non seulement on doit être dans l'endurance pour vraiment vivre la catastrophe, mais aussi on doit prendre la hauteur. Et prendre la hauteur ici, c'est vraiment prendre la distance, avoir une vision et mettre les mots, ça veut dire qu'il faut avoir aussi une vision philosophique. Une fois qu'on se détache, en fait, on est sous le bombardement, mais on essaye de sortir de cette situation catastrophique pour philosopher l'événement, pour mettre les mots, pour mettre de l'humour aussi, pour pouvoir même trouver de quoi en rire. Il y a un humour de désespéré. C'est très important, c'est comme un médicament en fait. Donc c'est ça dont on a besoin pour vraiment vivre
dans la catastrophe. Moi, je ne me connaissais pas, évidemment, comme tout le monde, le président de l'Ukraine, Zelensky. Ouais. Avant, non, personne ne le connaît. Mais maintenant, il est connu et j'aime vraiment bien la première phase qu'il a dit, qu'il a répondu au monde occidental quand on lui proposait d'un vol pour sortir de son pays. Il a dit j'ai besoin des armes pour me battre, mais pas un taxi. Et le monde, 3 premiers jours, le monde était encore endormi, en fait. On pensait qu'on doit vraiment replier tout de suite et donner tous les pouvoirs à la Russie. Mais en fait, non. C'est le moment où il a mis ces mots-là sur la situation et le monde se réveille et on a bien compris qu'ils ont accepté la catastrophe pour se battre pour les bonnes causes. Après, il y a beaucoup de discussions dans la perversité, du coup, en disant que on doit dire non à la guerre, on doit éviter la catastrophe, etc. Mais est-ce que la catastrophe doit être évitée à tout prix? Est-ce que les cœurs, comme tu as dit, les courages humains, les valeurs humaines dures, doivent être mis sur la table de la négociation pour éviter la catastrophe? Ça, c'est une grande question d'aujourd'hui. Est-ce qu'on accepte la catastrophe pour protéger nos valeurs fondamentales? C'est la vraie question et je dirais que la subtilité, ce serait faire en sorte non seulement d'accepter la catastrophe, mais d'essayer même de l'anticiper, d'essayer de la mettre dans les scénarios du possible humain, ne pas se voiler la face. En fait, la subtilité n'a de sens que parce que la catastrophe existe. Être subtil quand tout va bien, que la vie est paisible et que nous sommes dans le bonheur, c'est assez facile et ça ne fait pas de la subtilité un héroïsme. La subtilité est héroïque parce qu'elle va trouver dans la catastrophe qui normalement nécessite que l'on soit violent, que l'on soit véhément, que l'on soit dans l'effervescence, elle va nous proposer une voie qui est une voie de survie douce, qui est une voie de survie tendre. Elle va maintenir les conditions de l'humanité dans un monde qui se déshumanise. Il y a des philosophes français qui ont abordé la philosophie de la catastrophe. Jean-Pierre Dupuis, René Thom, que j'aime beaucoup. À chaque fois, leur approche est assez mathématique. Comme si la catastrophe devait nécessiter, pour être affrontée, que nous nous défaussions de notre humanité et de nos émotions. Il y a très peu de livres qui acceptent d'appréhender la catastrophe du point de vue de l'émotion, du point de vue de l'affectif. En général, d'ailleurs, on le voit dans la vie de tous les jours. Quand il y a une mauvaise nouvelle, il y a une attitude qui consiste à dire « je vais serrer les dents, je vais faire face avec toute violence et je vais me robotiser, je vais devenir métallique ». Moi-même, j'ai cette tendance-là. C'est très dur face à la catastrophe même de pleurer, même de dire « là, ça me fait mal ». On a envie de se battre tout de suite et d'être implacable, froid comme un robot. Et j'ai l'impression que, contrairement à cette philosophie non subtile de la catastrophe, faire face avec violence à la violence, eh bien, la voie subtile nous dit « et si c'était par l'émotion que l'on peut survivre à la catastrophe? Et si c'était en maintenant les conditions de l'émotion, les conditions de la douceur, que l'on peut survivre à la catastrophe ?» Et là me vient tout de suite, puisque tu as évoqué l'Ukraine, on enregistre ce podcast, nous sommes en avril 2022, eh bien, me vient ce qui se passe dans le métro de Kiev. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну развеселимо. Dans le métro de Kiev qui sert d'abri contre le bombardement, toute une vie est recréée et il y a des enfants
il y a la vie quotidienne, il y a des spectacles pour enfants pour apporter de la magie et de la joie. Et donc, sans jeu de mots, parce qu'on est dans le métro, on est dans les sous-sols de la Terre, il dépasse la catastrophe en maintenant les conditions du bonheur de l'enfance, de la douceur, de l'attention, de l'humour dans ce métro-là. Et ça, c'est assez spectaculaire de voir que finalement, être subtil face à la catastrophe, c'est ne jamais se départir de nos émotions. C'est faire avec les émotions. Tout ce que tu as dit m'a donné une image de catastrophe un peu personnalisée. Même si on doit être face à face avec un tout petit blessure, des fois, dans l'émotion, on peut aller très loin. Face à la catastrophe, des fois, l'émotion devient bloquée. On peut vraiment s'entraîner dans la vie quotidienne pour attendre, entre guillemets, subtilement, si jamais la catastrophe arrive. Je me souviens encore des difficultés que j'ai eues quand je viens d'arriver en France. Les petites choses avec l'administration, avec les banques, etc. Il y a des nuits où j'étais, comment on dit, tétanisée, comme si c'était une catastrophe. Mais attends, c'est pas du tout catastrophe, il y a toujours un toit, je suis dans mon lit tout chaud, mais l'émotion peut nous emmener très loin. Donc la préparation pour faire face à la catastrophe peut être dans la vie quotidienne, peut être dans la maîtrise ou l'intelligence d'émotionnel et penser vraiment à la catastrophe dans la vie quotidienne peut nous armer, peut nous donner la force pour vraiment faire face à la cata. Dans ce que tu dis, il y a presque l'idée que pour la subtilité, il n'y a pas de catastrophe. La catastrophe, normalement, nécessiterait que je n'ai plus d'émotion et que je réponde de façon mécanique. La subtilité me dit le contraire, réponds de façon surhumaine, très humaine. Écoute ton émotion, profite de cette catastrophe pour prendre de la hauteur, pour gagner presque en spiritualité, pour gagner en sagesse, fais preuve d'endurance. Finalement, l'émotion va me guider. L'émotion, c'est pas simplement un agrément quand tout va bien pour avoir du plaisir. L'émotion sert à gérer la catastrophe. La subtilité, en disant à l'être subtil, écoute ton émotion et ce qui est laid, ce qui va vers la mort, fais en sorte que ça soit beau et que ça aille vers la vie, eh bien finalement, elle n'est jamais face à la catastrophe. On pourrait presque forcer le trait en disant que il n'y a de catastrophe que pour la perversité, qui la précipite, qui l'envisage, qui la prépare, ou pour les gens non subtils, qui du coup sont malmenés par les vicissitudes du destin, par les coups du sort, une maladie, une mort, un accident. Mais la subtilité, est-ce que c'est pas ne pas considérer l'événement comme catastrophique, parce que tout événement me rend capable d'une humanité supérieure, d'un développement de mes potentialités humaines. Et donc je n'ai pas des catastrophes en face de moi, j'ai des événements qui vont me faire avancer et qui vont me permettre de créer de la vie, de créer de la beauté. Il y a deux choses. Il y a une chose que je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est vraiment les catastrophes, par exemple, naturelles. Un tremblement de terre, un incendie, voilà, un tsunami. On peut rien faire, Ouais. on ne peut même pas être en colère. On ne peut pas calculer. Je ne sais pas pourquoi jusque-là, je pense beaucoup à l'image d'un enfant, un garçon qui saute sur les falaises comme un jeu, mais ce jour-là, sa chemise est accrochée derrière lui. Du coup, il a mal tombé et il a
tombé vraiment très très proche des rochers. Et d'un coup, il a perdu toute conscience. Et heureusement, il y a quelqu'un qui l'a sauvé, mais il était vraiment dans le coma. Et là, je dis que l'émotion l'a sauvé. C'est ça, faire confiance à nous-mêmes, en fait. L'émotion humaine s'éteint à un moment où c'est trop dur pour se protéger. Tu veux dire que il est tombé dans le coma et donc c'est par l'émotion qu'il a perdu connaissance. Oui, parce que c'était trop dangereux et la conscience s'éteint pour la protéger. Quand il se réveille, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il n'a plus peur, voilà. Donc je pense qu'il y a une capacité de faire confiance à nous, à nos émotions et de laisser faire en fait. C'est comme un surf ou comme dans une tempête, tu peux pas être contre le vent. Tu dois trouver un endroit où tu dois vraiment laisser aller. Face à la cata, tu peux pas dire moi je me battre contre la cata. Mais il faut vraiment suivre le courant en fait pour éviter le plus possible les endommagements. Ça, c'est une chose. Il y a autre chose que tu as dit avant, c'est la catastrophe perverse. C'est créé par les hommes. Donc, on ne peut pas accepter comme ça. On doit être en colère, on doit se battre, on ne doit pas subir. Mais se battre comment, ça c'est une autre question. Parce qu'on doit être subtil pour réserver nos forces, pour avancer, pour dénouer la cause de la catastrophe. Et dans ce cas-là, il faut, encore une fois, comme on a dit avant, une endurance, une vision, des mots, la philo, une ambition, une hélas pour la génération après. Moi, j'imagine quand je vois les scènes de guerre, les immeubles brûlés, tout est écrasé, mais qu'est-ce que j'ai imaginé? J'ai imaginé que sous la terre, dans les métros, comme tu as dit, il y a des cœurs humains qui résistent à tout. Même les feux, c'est comme le diamant ou comme le rubis ou c'est pas quoi. Toutes les flammes, tous les bombardements ne peuvent jamais briser les cœurs humains. La Voix subtile, le podcast qui épouse et questionne le sens subtil de la vie. Ça me fait penser au stoïcisme, ce que tu dis, mais tu lui donnes une dimension humaniste. Qu'est-ce que c'est le stoïcisme? C'est un courant de pensée qui dit dans la vie, il y a deux sortes d'événements. Les événements qui dépendent de toi, quand tu fais des choix, et les événements qui ne dépendent pas de toi. Le stoïcisme engage à ne pas résister à ce qui ne dépend pas de toi. Un tsunami écrase ta maison, la météo, tout ça, ça ne dépend pas de moi, et donc je dois accepter ce qui ne dépend pas de moi. Par contre, ce qui dépend de moi, des décisions, des actions, des volontés, je peux agir dessus. Et du coup, ce que tu proposes, toi, c'est un stoïcisme, mais pour toute l'humanité. C'est-à-dire, est-ce que ça dépend des êtres humains, donc pas simplement de moi, individu, mais d'une communauté humaine, ou est-ce que ça ne dépend pas des êtres humains? Effectivement. Et donc, on pourrait parler d'un stoïcisme cosmopolitique. Mais on sait très bien comment on va l'appeler. Il faut réentendre notre épisode 3. On va l'appeler un stoïcisme philarchiste, tout simplement. La philarchie, c'est quoi? C'est de dire qu'il y a deux types d'événements. Il y a des événements qui ne dépendent pas du tout des êtres humains, et du coup, on ne peut que les accepter. Ça n'empêche pas qu'on puisse se battre et qu'on puisse se démener pour. Mais attention, dans ce qui ne dépend pas des êtres humains, c'est très large. Par exemple, le réchauffement climatique. On pourrait croire que ça ne dépend pas des êtres humains. En fait, ça dépend des êtres humains. Tu vois, donc là, on peut agir dessus, on doit agir dessus. C'est une catastrophe d'origine humaine, on le sait. Et donc, il y a des événements qui dépendent des êtres humains et des événements qui ne dépendent pas des êtres humains. Et effectivement, la stratégie subtile, ce serait de faire en sorte que lorsque nous sommes face à une catastrophe humaine, même si elle n'est pas de notre ressort, même si ce n'est pas nous qui l'avons précipitée, eh bien, on doit se sentir concerné et on va
l'épouser, la transformer, essayer de créer les conditions de la vie et du beau en participant à cette catastrophe humaine. Le pire face à la catastrophe, c'est de dire ça ne me regarde pas, c'est les autres et c'est pas moi. Mais à partir du moment où on est dans une sorte de stoïcisme cosmopolitique ou philarchiste, eh bien, si c'est humain, ça me concerne. Si c'est humain, je ne dois pas le subir, je dois y participer. Donc la stratégie subtile, ça consiste en fait à distinguer deux types de catastrophes. Les catastrophes naturelles, vraiment naturelles. Celles-ci, il faut faire face avec endurance et avec plus de fraternité, plus de solidarité. Et les catastrophes d'origine humaine, ne pas les subir, comprendre qu'il y a des liens dialectiques qui me relient à elles et agir pour les modifier, quelle que soit notre échelle, avec tout notre cœur, avec notre émotion et notre intelligence réunies. C'est beau et émouvant. Moi, je pense là, à l'instant, à un ami à moi, un ami écrivain qui est l'âge de mon père, mais je dis ami parce qu'on est vraiment amis, Bùi Ngọc Tấn. Que j'ai rencontré, et d'ailleurs c'était une de nos premières rencontres en 2007. Oui, exactement. Et son livre est traduit en français. Plusieurs livres, dont un livre qu'il a raconté sa vie en prison communiste. C'est le conte de l'an 2000. À la fin de ses jours, il n'en a jamais voulu aux gens qui l'ont mis dans la prison. Parce qu'il a dit, voilà, c'est la bêtise humaine. Et en tant qu'humain, on est responsable. On est responsable des bêtises de Poutine aussi. Et des fois, les gens me disent, mais pourquoi? Mais j'ai rien à faire là-dedans. Mais c'est très dangereux de dire que j'ai rien à faire là-dedans. On a toléré un dictateur, on a essayé d'établir des relations internationales avec la Russie dans la douceur pour juste acheter les gaz, le pétrole, c'est pour notre intérêt. On a cultivé un être humain dictateur méchant. Et là, maintenant, c'est la conséquence. Donc, on est complètement... complice, quelque part. Bah oui, et la responsabilité, on doit vraiment partager. Face à la cata, il faut aussi, comme tu as dit, anticiper et voir et étudier tous les risques humains aussi. Hein. Il n'y a pas que des risques écologiques, climatiques. Certes, c'est très important dans ce sens-là, mais aussi les risques de tous les dictateurs, de tous les régimes où il y a des gens comme en Chine. C'est une source de catastrophe pour moi. Donc, rien que faire du commerce avec la Chine, aller en Chine pour monter un business, pour moi... normalement, pour éviter la catastrophe, dans 5 ans, dans 10 ans, il faut vraiment qu'on évite. La possibilité de la catastrophe, c'est ce qui rend la vie intense. Il faut qu'on comprenne notre existence comme un film. Tu sais bien que j'aime faire ça et d'imaginer parfois qu'on assiste à la vie humaine comme si c'était un film. Et ce qui rend intéressant un film, c'est face à la cata. C'est se confronter à la catastrophe. Alors, je ne dis pas qu'une vie qui ne croise pas la catastrophe est une vie non réussie, une vie fade, une vie tiède. Je pense qu'on peut vivre une très belle vie en évitant au maximum la catastrophe. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne la prend pas en compte. Je
Je crois vraiment que la subtilité, c'est ce qui prend en compte la catastrophe et qui m'implique dans toutes les catastrophes d'origine humaine, comme devant y participer. Rien de ce qui est catastrophique et humain ne m'est étranger. Et du coup, tu as raison d'insister sur le mot de responsabilité. À partir du moment où je me dis je suis responsable des catastrophes du monde, d'abord ça étant ma vulnérabilité, ça me rend beaucoup plus généreux, mais il ne s'agit pas du tout de le déplorer, de déprimer, d'être désespéré. Il s'agit de prendre en compte la bêtise humaine et d'œuvrer à mon échelle autant que je peux pour réduire cette bêtise humaine. La catastrophe m'oblige à la subtilité. C'est parce que la bêtise humaine est là, c'est parce que la catastrophe humaine est toujours possible que je dois être subtil. La voie subtile, c'est pas un divertissement, c'est pas une petite visite touristique, une occasion de consommation joyeuse dans un monde où tout va bien. La subtilité, c'est décider que tout ce qui est catastrophique d'origine humaine, eh bien, me concerne. J'ai bien compris l'idée que la catastrophe, c'est quelque chose qui fait naître la subtilité, le héros, comme on a dit au début, et que les films catastrophes attirent les gens, parce qu'on a une envie en nous de devenir le héros. Mais ce que j'espère construire, c'est un destin commun de l'être humain. De génération en génération, après chaque catastrophe, l'être humain doit avancer. On doit apprendre par la pandémie, par la guerre, par le bombardement atomique, par beaucoup de catastrophes naturelles différentes, un chemin pour avancer. Certes, le film catastrophe est intéressant parce que il y a des héros, mais il ne faut pas que ça répète toujours le même erreur, même catastrophe. Tu vois, c'est ça l'espoir. L'espoir, c'est les catastrophes entrent dans notre gène, dans notre logobiote. Ce mot-là, j'adore, hein, c'est bravo pour la création de ce mot. Donc, du coup, ça doit vraiment faire avancer l'être humain, parce qu'on apprend, conscient ou inconscient, on apprend pour avancer. Et c'est ça qui est fort, c'est ça qui est intéressant dans notre destin commun. Et on apprend aussi de la catastrophe des autres. Toute catastrophe, finalement, me fait voir que je ne suis pas juste un individu. La catastrophe ne frappe pas seulement une personne, elle frappe un réseau de personnes, elle frappe ce que j'appelle un écosystème, des individualités qui sont connectées les unes aux autres. Et donc, la catastrophe, pour faire face, je suis obligé de m'appuyer sur mon écosystème, sur tous ceux qui peuvent m'aider, mais la catastrophe qui frappe quelqu'un qui est lié à moi me frappe aussi. La catastrophe, elle marche en réseau, elle fonctionne en réseau et elle attise le réseau. En fait, ce qui nous sauve, c'est l'amour. C'est l'amour entre les gens pendant la catastrophe qui nous sauve. Je me souviens encore des visages des Japonais après la catastrophe naturelle, des tsunamis. Et il y a une souris, il y a l'amour qui rayonne de leur visage. Et moi, je trouve que c'est beau. C'est l'amour humain qui va nous sauver des catastrophes. La catastrophe révèle en fait la vulnérabilité de la vie, la subtilité intrinsèque de ses créations, de ses écosystèmes, de ses égosystèmes. La stratégie subtile prend en compte la rupture, le désordre jaillissant, la possibilité d'effondrement du stable, du comme prévu, du sécurisé. La sécurité n'existe pas. Il n'y a que des sécurisations en cours, des victoires précaires sur le sort. C'est pourquoi la stratégie subtile reste une aventure. Autrement dit, une conduite rationnelle qui inclut le hasard,
le caractère fragile et éphémère dans ce qu'elle met en œuvre. S'entraîner à la catastrophe pour être assuré de la prendre en compte lorsqu'elle arrivera. Il faut pratiquer la subtilité pour renforcer continuellement les linéaments ténus de la vie qui tisse, qui œuvre et qui prend corps. On voit bien désormais que faire de la catastrophe un tabou, c'est précipiter la catastrophe. Méditer la mort pour se réjouir de la vie, conseille Montaigne. Mais méditer n'est pas suffisant, parce que ce n'est pas assez stratégique. Il faudrait donc prendre réellement la mort en compte, effectivement et affectivement. Effectivement, bien préparer matériellement son départ. Affectivement, bien le préparer psychologiquement. Égosystémiquement. Au sortir de notre discussion, nous voyons que la subtilité n'existe que sur fond de catastrophe possible. L'intérêt d'être subtil n'est pas d'éviter la catastrophe, mais de composer avec elle, de faire avec elle, de rêver avec elle. Tandis que faire contre la catastrophe, c'est l'attitude normale, banale et souvent balourde et inefficace. Et précipiter la catastrophe, c'est une définition claire de la violence sans garde-fou ni arbitrage. Et faire pour la catastrophe, mais en douce, en catimini, c'est le petit jeu méchant de la perversité. La subtilité, en quelque sorte, est lucide sur la perversité. Elle débusque ces menées catastrophiques. Elle discerne la violence sournoise que la perversité colporte et cache, diffuse et dissimule. D'où la question, la subtilité est-elle violente à sa manière, violente contre la violence, violente contre la perversité? La subtilité peut-elle sortir les griffes? On en parle dans l'épisode 5. 5 comme les griffes du tigre. Sortir les griffes. Pour qui? Pourquoi? Ou au contraire, s'interdire toute forme de véhémence et d'impétuosité guerrière. Chers auditeurs, si cet épisode catastrophé vous a nourri, c'est qu'il n'était pas catastrophique et qu'il mérite vos partages, vos likes et vos commentaires. Vincent, merci pour la réalisation de cet épisode et les musiques inspirantes qui nous accompagnent. Je rappelle à nos auditeurs que beaucoup d'entre elles se trouvent dans tes 4 derniers albums, disponibles sur toutes les plateformes. Comme ce podcast d'ailleurs. À bientôt, chers amis de l'esprit de finesse. À bientôt, chers complices de la non-violence. Et d'ici là, rendez délicatement heureux.